Je suis allé au refuge pour adopter un chiot. Un petit golden retriever, quelque chose de facile, de rassurant, quelque chose qui ne demanderait pas trop. J'avais tout planifié à l'avance, presque mécaniquement, comme on planifie un meuble à monter ou une tâche à accomplir pour ne pas trop réfléchir. Je voulais quelque chose de simple, quelque chose qui remplirait l'espace sans poser trop de questions. Mais je suis passé devant la mauvaise section. Et je l'ai vu. Il était assis derrière la vitre, immense, massif, plus de 45 kilos de muscles fatigués. Un rottweiler noir et feu, le museau grisonnant, les pattes larges parfaitement alignées sous lui. Il n'aboyait pas. Il ne bougeait pas. Il ne faisait rien de ce que faisaient tous les autres chiens autour de lui. Il ne cherchait pas à séduire. Il n'implorait pas. Il attendait. Ses yeux suivaient chaque silhouette qui passait devant son box, lentement, avec une concentration presque douloureuse, comme s'il espérait reconnaître quelqu'un. Comme s'il attendait que le bon visage apparaisse enfin. La femme qui dirigeait le refuge s'est arrêtée à côté de moi. Elle n'a rien dit tout de suite. Puis elle a soupiré, comme si les mots lui coûtaient. « Ne vous attachez pas », a-t-elle murmuré. Il lui reste 2 semaines. 2 semaines. J'ai senti mon estomac se nouer. 2 semaines avant quoi? Je l'ai regardée, attendant une explication qu'elle n'a pas donnée. Elle a simplement détourné les yeux, comme si prononcer la vérité à voix haute la rendait trop réelle. Elle a ajouté que personne ne voulait de lui, que le refuge était plein, que les options s'épuisaient. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas chez lui, elle a haussé les épaules. On ne sait pas. Il ne mange presque pas. Il ne joue pas. Il reste assis là. Toute la journée. Tous les jours. Comme s'il attendait quelqu'un. Je l'ai observé plus attentivement. Et quelque chose s'est fissuré en moi. Dans son regard, j'ai reconnu une douleur que je connaissais trop bien. Ce vide silencieux. Cette attente immobile. Je l'avais vu chaque matin dans mon miroir depuis 6 mois. Je n'étais pas censé être là. 6 mois plus tôt, mon mariage avait pris fin brutalement. Trevor était parti sans se retourner. L'appartement était devenu un endroit étranger. Trop calme. Trop vide. Le genre de silence qui pèse sur la poitrine, qui vous donne l'impression que l'air lui-même est trop lourd. La nuit, je fixelt plafond. Le jour, je faisais semblant de fonctionner. Et chaque soir, je m'asseyais sur le canapé, face à la porte, sans vraiment savoir ce que j'attendais. Mon thérapeute répétait la même phrase chaque semaine. Prenez un chien, Claire. Quelque chose qui ait besoin de vous. Alors j'avais obéi. Recherche après recherche. Golden Retriever, Labrador, tempérament doux, besoin limité. Quelque chose de petit. Quelque chose de sûr. Quelque chose qui ne risquait pas de me briser davantage. J'avais même déjà choisi. Un chiot de 6 mois nommé Sonny. J'avais rempli les formulaires. J'avais acheté la gamelle, le panier, la laisse. Tout était prêt. Tout était censé être simple. Le refuge de Riverside, ce matin-là, était bruyant. Des aboiements rebondissaient contre les murs. Des dizaines de chiens sautaient contre les vitres, remuant la queue, suppliant sans mots. Tous faisaient de leur mieux pour être remarqués. Tous, sauf lui. Rhonda, la femme de l'accueil, m'a guidé à travers les allées. Elle avait ce regard fatigué de ceux qui ont vu trop d'histoires se terminer trop tôt. Quand je me suis arrêté devant le box de Sonny, je l'ai regardé longuement. Il était parfait. Et pourtant, je n'ai rien ressenti. Aucun élan. Aucun lien. Seulement un creux étrange dans ma poitrine. Rhonda la remarque. Parfois, a-t-elle dit doucement, ce qu'on pense vouloir ne correspond pas à ce dont on a réellement besoin. Puis elle a parlé d'une section en quarantaine. Des chiens âgés. Des chiens malades. Pas vraiment adoptables. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de la suivre. Le couloir était plus sombre. Plus silencieux. L'air semblait plus dense, comme chargé de choses non dites. Et puis je l'ai revu. Toujours assis. Toujours immobile. Toujours en train d'attendre. Il est là depuis 3 semaines, a murmuré Rhonda. Et il n'a jamais cessé. Quand elle a prononcé les mots 2 semaines, j'ai compris sans qu'elle ait besoin de préciser. J'ai regardé la vitre. À cet instant précis, ses yeux ont bougé. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu ce que personne d'autre ne voyait. Il n'était pas agressif. Il n'était pas brisé. Il était en deuil. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Et si je le prenais en famille d'accueil? Rhonda m'a expliqué l'arthrose, les médicaments, les coûts, les risques. Elle m'a dit qu'il pouvait mourir malgré tout. J'ai hoché la tête. 2 semaines, ai-je répondu. Juste pour qu'il ne soit pas seul. Quand il est sorti de son box, chaque pas semblait lui coûter. Lentement. Douloureusement. Mais il avançait. Dans la voiture, il s'est recroquevillé contre la portière, les yeux rivés sur la route,
toujours en train d'attendre. Et pendant que je conduisais, les mains tremblantes sur le volant, j'ai compris une chose essentielle. Je ne ramenais pas seulement un chien chez moi. Je ramenais une douleur que je connaissais déjà. Et sans le savoir, je ramenais aussi le début de quelque chose. L'appartement ne m'avait jamais vraiment semblé être chez moi. J'y vivais depuis 6 mois, mais chaque pièce avait l'air provisoire, comme si je faisais simplement semblant d'y habiter en attendant que quelqu'un d'autre revienne réclamer sa place. Les murs étaient trop blancs. Les meubles trop neutres. Un canapé, une table basse, un lit. Tout ce qu'il fallait pour survivre, rien pour se sentir vivante. Quand j'ai ouvert la porte ce matin-là, Bear est entré sans hésiter. Il n'a pas reniflé les coins. Il n'a pas exploré. Il n'a pas manifesté la moindre curiosité. Il a traversé le salon lentement, avec cette raideur douloureuse qui rendait chaque mouvement visible, presque pénible à regarder. Puis il s'est arrêté juste devant la porte d'entrée. Il s'est assis. Et il a fixé la poignée. Il n'a plus bougé. Je suis resté debout un long moment, la laisse encore dans la main, à attendre une réaction. Un regard. Un signe. Rien. Il était là, parfaitement immobile, comme s'il avait trouvé exactement l'endroit où il devait se tenir. Comme s'il attendait que cette porte s'ouvre à nouveau. Bear. Ai-je murmuré. Aucune réaction. Je suis allé remplir une gamelle d'eau dans la cuisine, le bruit du robinet résonnant trop fort dans le silence. Je l'ai posé près de lui, doucement. Il n'a même pas tourné la tête. J'ai essayé avec la nourriture. Même résultat. Il ne clignait presque pas des yeux. Comme s'il craignait que détourner le regard, ne serait-ce qu'une seconde, lui ferait manquer quelque chose d'essentiel. Les heures ont passé. J'ai essayé de travailler. J'ai ouvert mon ordinateur portable, posé sur la table de la cuisine, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mon regard revenait sans cesse vers lui. Il était toujours dans la même position. Le soleil s'est déplacé lentement dans la pièce. L'ombre du chambranle a glissé sur le sol. Bear n'a pas bougé d'un centimètre. À la tombée du soir, l'appartement est devenu plus sombre. J'ai allumé une lampe. Il n'a pas réagi. J'ai mangé debout, sans faim. Mon téléphone a vibré sur la table. UN Message de Trevor. On peut parler? Je pense qu'on a fait une erreur. J'ai retourné le téléphone sans répondre. Vers minuit, j'ai compris qu'il n'irait nulle part. J'ai pris une couverture et un oreiller dans la chambre, je les ai posés sur le sol, près de lui. Pas trop près. Juste assez pour qu'il sente que je n'étais pas loin. Je ne sais pas qui tu attends, ai-je chuchoté. Mais je suis là. Je ne vais pas partir. Il n'a pas bougé. Mais je suis resté. Le sol était dur. Mon dos me faisait mal. Pourtant, je n'ai pas changé de position. Je me suis endormi ainsi, bercé par le son lent et régulier de sa respiration. Quand je me suis réveillé à l'aube, la pièce baignait dans une lumière grise et douce. Bear était toujours là. Exactement au même endroit. Il n'avait pas dormi. Pas vraiment. Il avait simplement continué à attendre. Le deuxième jour n'a pas été différent. Il n'a presque rien mangé. Il n'a pas bu. Il n'a pas dormi. Il attendait. Toute la journée. Toute la nuit. Comme si son corps refusait de lâcher prise tant que ce qu'il espérait n'était pas arrivé. J'ai appelé Rhonda, la voix tremblante. Il ne mange presque pas. J'ai peur qu'il abandonne. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit doucement. Certains chiens se laissent mourir de chagrin, Claire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être là. Lui montrer qu'il n'est pas seul. Le troisième jour, j'ai décidé d'essayer autre chose. Je me suis assise sur le sol, en face de lui. Pas trop près. Je tenais un morceau de nourriture dans ma main. Je l'ai tendu, le bras immobile. Juste UN, Bear. S'il te plaît. Les minutes ont passé. Mon bras tremblait. J'avais mal à l'épaule. Je n'ai pas bougé. Puis, lentement, ses yeux ont quitté la porte. Ils se sont posés sur ma main. Puis sur mon visage. Juste une seconde. Assez longtemps pour que je retienne mon souffle. Il s'est penché en avant. Il a pris la nourriture délicatement entre ses lèvres. Il a mache lentement. Avalé. Les larmes me sont montées aux yeux sans prévenir. Je lui ai donné un autre morceau. Puis un autre. Nous sommes restés là longtemps. Quand il a enfin détourné le regard de la porte pour me regarder à nouveau, quelque chose a changé. Ce n'était qu'un instant. Mais il était réel. Plus tard dans l'après-midi, des pas ont résonné dans le couloir. Bear a redressé la tête. Tout son corps s'est tendu. On a frappé à la porte. Quand j'ai regardé par le Judas, mon cœur s'est serré. C'était Trevor. J'ai entrouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a commencé à parler. À dire qu'il regrettait. Qu'on pouvait réparer.
qu'il voulait entrer. Et c'est à ce moment-là que Bear s'est levé. Pour la première fois depuis 3 jours. Il s'est placé entre nous. Pas agressif. Pas violent. Juste là. Solide. Présent. Protecteur. Un grondement sourd est monté de sa poitrine. Trevor a reculé instinctivement. « Tu dois partir, ai-je dit. » Ma voix n'a pas tremblé. Quand la porte s'est refermée, Bear s'est assis lentement. Puis il s'est couché. Pas devant la porte. À côté de moi. Et pour la première fois, il a fermé les yeux. Et moi aussi, intérieurement, quelque chose venait de se refermer. Les jours qui suivirent ne furent ni lumineux ni miraculeux. Rien ne se répara soudainement. Bear ne se réveilla pas un matin transformé, guéri, joyeux. La douleur ne disparaît jamais ainsi. Elle s'effrite lentement, par fragments minuscules, presque imperceptibles. Et c'est exactement ainsi que les choses commencèrent à changer. Le 4e jour, Bear quitta enfin la porte. Ce fut un mouvement si discret que j'eus d'abord peur de l'avoir imaginé. Il s'était levé lentement, avec une raideur douloureuse qui semblait parcourir tout son corps. Ses pattes arrière tremblaient légèrement. Il resta immobile quelques secondes, comme s'il évaluait si le déplacement en valait la peine. Puis, pas après pas, il traversa le salon et se dirigea vers la fenêtre. Il s'y coucha dans une bande de lumière tiède, laissant son flanc toucher le sol. Il ne fixait rien. Il ne cherchait rien. Il était simplement là. Je n'osais pas bouger. Je retenais presque ma respiration, comme si le moindre bruit pouvait le faire revenir en arrière, vers cette attente figée qui avait été son seul refuge pendant des semaines. Ce jour-là, j'ai compris que la guérison ne faisait pas de bruit. Elle se contentait d'exister. Je continuais à le nourrir à la main. Toujours au sol, toujours à son niveau. Un morceau après l'autre. Il mangeait lentement, avec précaution, comme si chaque bouchée représentait un effort conscient. Mais il mangeait. Et surtout, il buvait désormais sans que je le supplie. De petites victoires, presque invisibles, mais essentielles. Le 5e jour, j'ai remarqué qu'il me suivait. Pas comme un chien qui réclame de l'attention. Pas de manière insistante. Mais avec une présence discrète. Quand je me levais pour aller dans la cuisine, il se redressait et s'installait dans l'encadrement de la porte. Quand je m'asseyais pour travailler, il venait se coucher à distance, toujours assez près pour me voir. Il ne surveillait plus l'entrée. Il me surveillait moi. Et sans que je m'en rende compte, quelque chose en moi se détendait aussi. Le silence de l'appartement avait changé. Il n'était plus lourd, ni menaçant. Il était habité. Il respirait. Il y avait un rythme, une alternance entre ses pas lents et mes propres mouvements. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus suspendu dans l'attente. Le 7e jour, la panique m'a envahi. Je me suis réveillé sur le canapé, la lumière du matin dessinant des ombres douces sur les murs. Bear n'était pas là. Mon cœur s'est emballé instantanément. J'ai prononcé son nom à voix basse, puis plus fort. Rien. J'ai parcouru l'appartement, chaque pièce, le souffle court, l'esprit envahi par des scénarios terrifiants. Je l'ai trouvé près de la fenêtre. Il était allongé dans une large nappe de soleil, parfaitement immobile. Au début, j'ai cru qu'il ne respirait plus. Puis j'ai vu son flanc se soulever lentement. Il dormait. Profondément. Un sommeil réel, lourd, réparateur. Je me suis assise près de lui, ma main tremblante se posant doucement sur sa tête. Il n'a pas sursauté. Il a incliné la tête vers ma paume. Je me suis mise à pleurer, silencieusement. Ce jour-là, j'ai compris que nous avions cessé d'attendre. Tous les deux. Les jours suivants se sont enchaînés dans une lente progression. Bear se levait un peu plus souvent. Il changeait d'endroit. Du salon à la cuisine. De la cuisine à la fenêtre. Toujours lentement. Toujours avec effort. Son corps était encore prisonnier de la douleur, mais son regard n'était plus absent. Il observait. Il participait. Le 12e jour, une idée s'est imposée à moi. Je n'étais pas retourné à l'océan depuis le départ de Trevor. Trop de souvenirs. Trop de blessures encore ouvertes. Mais en regardant Bear, étendu près de la fenêtre, j'ai senti que c'était nécessaire. Pour lui. Pour moi. Le trajet dura près d'1 heure. Bear regardait le paysage défiler, calme, attentif. Pas dans l'attente. Simplement présent. Quand nous sommes arrivés, l'air salé m'a coupé le souffle. Le bruit des vagues m'a frappé de plein fouet. Je l'ai aidé à marcher sur le sable. Chaque pas semblait douloureux. Il hésitait, mais il avançait. Quand l'eau toucha ses pattes, il se figea. Une vague. Puis une autre. Et soudain, sa queue remua. Lentement. Réellement. Je me suis agenouillé à ses côtés, l'eau glacée trempant mes vêtements. « Tu vis à nouveau » ai-je murmuré.
Il m'a regardé longuement. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps, de la paix. Nous sommes restés jusqu'au coucher du soleil. Quand nous sommes repartis, Bear s'est endormi presque aussitôt dans la voiture. En le regardant dans le rétroviseur, une angoisse sourde est montée. Le lendemain serait le 14e jour. La limite. Je savais que je ne pourrais pas le ramener. Je savais aussi que je ne pourrais pas le garder. Et cette nuit-là, alors qu'il dormait près de la fenêtre, j'ai compris que le choix qui m'attendait serait insupportable. Le matin du 14e jour, je me suis réveillé bien avant que le réveil ne sonne. Il n'y avait pas de bruit particulier dans l'appartement, pas d'agitation, pas de tension visible, et pourtant tout mon corps était déjà éveillé comme s'il avait compris avant moi ce que cette journée signifiait. La lumière pâle de l'aube entrait doucement par la fenêtre du salon et dessinait des ombres longues et silencieuses sur le sol. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile à écouter. Il y avait ce son que je connaissais désormais par cœur. Lent. Régulier. La respiration de Bear. Il était allongé près de la fenêtre, exactement à l'endroit qu'il avait choisi ces derniers jours. Ses yeux étaient ouverts. Calmes. Présent. Il ne regardait plus la porte, ne surveillait plus le monde extérieur comme auparavant. Il me regardait moi, simplement, sans urgence, comme s'il voulait s'assurer que j'étais bien là, que rien n'avait encore changé. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui appelait. J'ai posé ma main sur le flanc de Bear, sentant la chaleur de son corps, la fragilité de ce moment suspendu. J'ai fermé les yeux une seconde, puis j'ai décroché. La voix de Rhonda était douce, mais elle portait ce poids familier que je redoutais. Claire. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots semblaient coincés quelque part entre ma gorge et ma poitrine. Elle a continué, lentement, avec cette compassion professionnelle qui ne parvient jamais à masquer complètement l'impuissance. Avez-vous trouvé une solution définitive pour Bear ? J'ai inspiré profondément. Non, ai-je murmuré. Je ne peux pas l'adopter. Mon bail, les frais médicaux. Je n'y arrive pas. Il y a eu un silence, long et lourd. Puis sa voix, plus basse encore. Alors vous devez le ramener aujourd'hui. Nous devons faire de la place. Ces mots sont restés suspendus dans l'air longtemps après que l'appel se soit terminé. Faire de la place. Comme si une vie entière pouvait être réduite à une simple question d'organisation. J'ai reposé le téléphone lentement. Bear s'est redressé avec difficulté et a posé sa tête contre mes genoux. Ce geste simple a suffi à faire céder ce qu'il me restait de contrôle. Les larmes sont venues sans prévenir. Je me suis penché vers lui, les entouré de mes bras, enfouissant mon visage dans son cou. Je suis désolé, ai-je chuchoté. J'ai essayé. Je te le promets. Les heures qui ont suivi ont perdu toute cohérence. Je suis resté assise par terre, incapable de réfléchir clairement, incapable de me lever. Puis, presque mécaniquement, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert ma galerie. Les photos de la plage sont apparues. Bear face au vent. Bear debout dans l'eau, sa queue remuant doucement. Bear vivant. Une idée désespérée a pris forme. J'ai filmé Bear, allongé dans la lumière du matin. J'ai raconté son histoire sans embellir. Son âge. Son arthrose. Son attente silencieuse. Le délai. J'ai écrit que c'était aujourd'hui. Que s'il n'y avait pas de solution avant ce soir, il retournerait au refuge pour ne jamais en ressortir. J'ai appuyé sur publier avec les mains tremblantes. Puis j'ai reposé le téléphone et je me suis assise près de lui. Je ne sais pas si quelqu'un verra ça, ai-je murmuré. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Les premières minutes ont été interminables. Puis le téléphone a vibré. An notification. Puis une autre. Des partages. Des messages. Des inconnus bouleversés. Des gens en colère contre le système. Des offres d'aide financière. Des promesses impossibles à tenir. Trop loin. Trop tard. Pas compatible. Je n'arrivais plus à suivre. Puis un message est apparu. Différent. Calme. Précis. Patricia Harding. Ancienne vétérinaire. Retraitée. 10 hectares de terrain. Une expérience avec les chiens âgés. Un Rottweiler perdu l'année précédente. S'il le veut, je lui offrirai une maison pour le reste de sa vie. Je l'ai appelée immédiatement. Sa voix était posée, chaleureuse. Elle parlait de Bear comme si elle le connaissait déjà. Certains chiens attendent longtemps, a-t-elle dit. Pas parce qu'ils sont oubliés, mais parce que leur place n'est pas encore prête. 1 heure plus tard, elle frappait à ma porte. Quand elle est entrée, elle s'est figée en voyant Bear. Elle s'est agenouillée lentement, sans geste brusque, sans impatience. « Bonjour, mon grand » a-t-elle murmuré. Bear s'est levé. Lentement. Chaque mouvement lui coûtait, mais il avançait.
Il est allé droit vers elle et a posé sa tête contre son épaule. Sans hésiter. Comme une reconnaissance silencieuse, évidente. Je savais à cet instant précis qu'il serait en sécurité. Le trajet jusqu'à sa maison s'est fait dans un silence paisible. Bear dormait à l'arrière. Quand nous sommes arrivés, l'espace semblait infini. De l'herbe des arbres de Leia. Patricia l'a aidé à sortir. Il a respiré profondément, comme s'il sentait la différence. Je me suis agenouillé devant lui. « Tu n'attendras plus jamais », ai-je murmuré. Il a posé son museau contre mon front. Longuement. Quand je suis rentré seul, l'appartement était vide. Mais ce vide n'était plus douloureux. Ce n'était plus une attente. C'était un espace transformé, marqué par quelque chose de vrai. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une photo. Bear allongé dans l'herbe, paisible. Une autre où il suivait Patricia dans le jardin, lentement, mais avec assurance. Sa queue légèrement relevée. Il n'attendait plus. Et moi non plus. J'avais appris que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour réparer. Et parfois, c'est largement suffisant.